Bonjour chers amis bibliothécaires et nouveaux venus sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une meilleure semaine, du moins fin de semaine, que la mienne. Même si je suis encore un peu déboussolée par la nouvelle que vous avez vue dans le post que j'ai fait sur la communauté, je vais quand même essayer de vous faire des vidéos pour cette semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder et prendre le livre qui concerne les fantômes et nous allons y écrire un nouveau chapitre. Celui-ci concernera le fantôme d'une dame qui s'appellerait Teresa de Béarn. Comme d'habitude, vous vous doutez que je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre une petite boisson chaude ou froide. Je sais pas par chez vous, mais même si on est au mois d'avril par chez moi, il fait pas encore si chaud que ça, je vous le dis clairement. Et peut-être quelque chose à grignoter, après, que ce soit sain ou pas sain, c'est votre santé, vous faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Ou bien mettez tout simplement la vidéo juste en fond et faites quelque chose en même temps, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais faites comme d'habitude. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons évoquer la possibilité de l'existence d'un fantôme du nom de Teresa de Béarn. Tout cela se passe dans une rue, précisément, qui est la rue Foix. Où se trouve la rue Foix ? À Perpignan. Il paraîtrait que Teresa de Béarn, qui a été malheureusement décapitée pour avoir assassiné son amant, clamerait encore de nos jours son innocence en tambourinant aux portes de l'invisible. Tout cela nous a été révélé au début des années 2000 dans un article où l'on apprend qu'une certaine Marie aurait hérité d'un hôtel particulier qui lui viendrait de sa grand-mère. Celui-ci se situe au numéro 7 de la rue Foix, à Perpignan. Elle dit elle-même: avec mon époux Paul, on logeait au 2e. Puis, le temps de rénover l'hôtel, on s'est installé en bas. On était bien, on avait tout modernisé. Dans leur ancienne demeure, Marie et Paul avaient souvent été réveillés la nuit par de violents bruits métalliques. Marie, cette fameuse interview qu'elle a donnée pour le journal en question, ose à peine encore dépoussiérer les mauvais souvenirs qu'elle a. Car comme je vous le disais, tout cela remonte au début des années 2000, mais elle n'a rien oublié. Comme elle dit, on a été la risée de tous nos amis. On a même eu des fantômes en chocolat dans la boîte aux lettres. Dès les premières nuits qu'ils ont passées donc dans cette fameuse rue Foix à Perpignan, ils ont commencé à entendre des bruits assez forts pour que cela les réveille. Et ces bruits ont été entendus aussi bien par elle que par son mari. Je cite encore une fois: on aurait cru des cambrioleurs qui tentaient d'entrer dans la maison. C'étaient des bruits étranges, pas du tout familiers, comme de fortes sonorités métalliques, devrais-je dire. Mon mari les localisait dans les murs, alors que moi, je trouvais plutôt que ça venait des volets. À chaque fois, que ce soit Marie ou Paul, ils se précipitaient à la fenêtre. Mais lorsqu'ils cherchaient l'origine du fameux bruit métallique, ils ne voyaient jamais personne. Pourtant, même quand ils étaient à la fenêtre, les coups ne s'arrêtaient pas, ils les entendaient toujours, mais il n'y avait aucune explication. Vous vous doutez, et je pense qu'on aurait été un peu pareil, c'est que ils ont commencé à être intrigués par tout ça. Comment cela était possible ? Alors ils ont commencé à s'interroger. Et ils se sont alors souvenus des histoires que racontait la grand-mère de Marie. À l'époque, lorsqu'elle vivait elle-même dans cet hôtel de la rue Foix, elle disait qu'elle entendait elle aussi des sortes de bruits métalliques ou des styles de phénomènes assez semblables à ce que vivaient Marie et Paul. Mais malheureusement, à chaque fois qu'elle en parlait à quelqu'un pour se confier, personne ne la croyait. Du coup, Marie et Paul, quelque part, ont un peu fait de même. Ils ont tenté de parler de tout ça à leurs proches pour essayer d'avoir du soutien, mais malheureusement, ce fut comme pour la grand-mère, c'est-à-dire que on a préféré les prendre un peu pour des toqués ou des gens qui imaginaient tout de suite du surnaturel alors qu'il n'y en avait pas. D'ailleurs, son père leur a clairement dit qu'ils étaient juste givrés,
que la ville de Perpignan était construite sur l'eau, ce qui, en fonction des températures, pouvait créer des mouvements de terrain, et c'est ce qui expliquerait l'origine des fameux bruits métalliques ou craquements qu'ils pouvaient entendre. Ce n'était juste que le parquet ou le bois qui travaillerait justement selon ces mouvements et la température. Ça, c'est l'explication du père. Moi, généralement, chez moi, le bois qui craque, parce que ça m'arrive puisque j'ai des meubles en bois, parce que je préfère les meubles en bois aux meubles tout nouveau design, là. Donc, je sais ce que c'est du bois qui craque, et c'est loin de faire un bruit métallique, hein. Donc, l'explication du père... Enfin, voilà. Et en plus, traiter sa propre fille de givrée, c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde. Mais bon, passons. Vous vous doutez que cette explication, comme moi, là, ça vient d'être le cas, ça n'a pas vraiment convaincu Paul et Marie de ce qu'ils vivaient. Ce qui était encore plus bizarre, c'est que ça n'intervenait pas tout le temps, en fait. Et ça dépendait pas du temps. C'était vraiment qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ils entendaient juste toujours ce bruit la nuit. C'est tout. C'est la seule condition qu'il y avait, en fait. C'est seulement un jour de l'été 2003, alors que Marie était en train de s'affairer tranquillement dans la maison, qu'elle a entendu une voix en bas de chez elle. Donc comme c'était l'été, vous vous doutez qu'elle avait ouvert les fenêtres, ce qui a permis de distinguer clairement cette fameuse voix. Elle s'est rendue compte que cette voix, c'était la voix d'une guide touristique. Et elle racontait à un petit groupe de personnes une histoire. L'histoire de Teresa de Béarn. Elle tendit alors l'oreille pour savoir ce que racontait cette fameuse histoire. Et la voici donc. Teresa de Béarn était une jeune et jolie noble qui occupait autrefois le numéro 7 de la rue Foix. En 1661, celle-ci avait 20 ans et déjà 2 amants. On a même les noms de ceux-ci. Il s'agissait de Don Emmanuel de Sant Dionis, qui était son voisin d'en face, et Don Ramon de Montfort, qui était un moine de l'abbaye d'Arles-sur-Tech. Se croyant à l'abri avec ses 2 amants, je précise que l'un ne connaissait pas l'autre. Malheureusement pour elle, ça va pas marcher très longtemps, puisque Don Emmanuel de Sant Dionis va finir par apprendre l'existence du 2e amant, le fameux moine de l'abbaye. Il va alors gifler Teresa. C'est là que commença le drame et ce qui va amener à la fin tragique de Teresa. Le 20 décembre 1661, on va découvrir Don Emmanuel de Sant Dionis, mort dans son patio, au numéro 9 de la rue Foix. Il avait reçu 52 coups de poignard et un coup de marteau lui avait carrément défoncé le crâne. Malheureusement, à l'époque, il n'y eut pas vraiment grand débat sur qui pouvait avoir organisé ce meurtre. Donc apparemment, ses amants étaient assez connus, du moins au minimum dans la rue où elle vivait, puisque Teresa de Béarn fut tout de suite soupçonnée d'avoir commandité le crime de Don Emmanuel de Sant Dionis. Elle va être alors arrêtée. Quant à son homme de main présumé, qui n'est autre que son 2e amant, Don Ramon de Montfort, lui, il va prendre la fuite. Le 12 mai 1662, Teresa va être suppliciée sur ordre de François Sagara, qui était à l'époque président du Haut Conseil de Perpignan. Elle niera toujours ce qu'on lui reproche. Quoi qu'on lui fasse ou qu'on lui demande, elle niera toujours farouchement toutes les accusations qui seront portées contre elle. Vous vous doutez qu'à l'époque, elle ne vivait pas en étant simplement enfermée dans une prison, puisque pour la faire parler, on l'a juste installée sur une superbe machine, vous savez, une genre de table où on vous attache les pieds d'un côté, les mains de l'autre, et on s'amuse à tirer jusqu'à ce que vous ayez très mal. Oui, je parle bien d'une machine à écarteler. On utilisera cette machine 3 fois sur Teresa. Mais à chaque fois, elle niera avoir commandité le meurtre de Don Emmanuel. Le lendemain du 12 mai, accompagnée par les confrères de la Sanche, qui vont chanter le Miserere, elle va alors
fermement marcher au supplice. Elle va poser sa tête sur le billot qui était érigé place de la loge, et le bourreau a fait son travail. Il la décapita, et bien sûr, Teresa succomba. L'histoire aurait pu tout simplement s'arrêter là, comme beaucoup de personnes décapitées, que ce soit par un bourreau ou par la guillotine, un peu plus tard. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Quelque temps plus tard, on va commencer à entendre des rumeurs qui vont courir sur le fait que la malheureuse n'aurait pas été décapitée, soi-disant, pour le possible meurtre qu'elle aurait organisé de Don Emmanuel, mais plutôt que ça aurait été une victime d'une machination politique, elle dérangeait, si vous voulez. Marie aurait entendu dire à la guide touristique que, depuis, on dit que son fantôme revient tous les soirs, rue Foy, crier son innocence, éternellement. Vous vous doutez que lorsque Marie va entendre ces paroles, elle va avoir la chair de poule et frémir. Elle dira, elle donc en parlant des paroles dites par la guide touristique, ont fait écho en moi. Je suis tout de suite descendue parler avec la dame pour tenter d'en savoir davantage. Malheureusement pour Marie, elle n'a plus rien à prendre de plus sur cette fameuse histoire, si ce n'est que le fantôme ne s'était jamais montré méchant, en somme. Le phénomène de bruit métallique qu'ont vécu Marie et Paul aurait continué pendant des années. Toutes les nuits, ou presque, ils entendaient ces bruits qui les réveillaient. Leur chien, qui était un petit cocker, réagissait à chaque fois. De quelle manière ? Eh bien, il dressait ses oreilles pour écouter. Il était apparemment assez intrigué, selon Marie. Ce n'est pas effrayant, c'est déstabilisant. Surtout qu'au-delà de ces fameux coups, on a subi des maux, de nombreux problèmes, a-t-elle expliqué. Ils ont bien sûr, dans un premier temps, essayé de chercher des explications rationnelles à tout ça. Mais comme ils n'en ont pas trouvé, ils ont fini par essayer différentes choses. Alors ils ont vu différentes personnes également. Certains pensaient que c'était les ondes qui étaient responsables des perturbations qu'ils vivaient. Ils leur ont donc expliqué comment contrer ces fameuses ondes grâce à des appareils électriques. Ils ont écouté le conseil. De toute façon, quelque part, ils n'avaient rien à perdre à essayer. Donc, Paul et Marie ont laissé leur télé, leurs ordinateurs et leurs téléphones allumés en permanence. Malheureusement pour eux, ça n'a rien fait du tout. Le bruit était toujours là. D'autres, eux, soupçonnaient que c'était plus un problème d'énergie négative des lieux. Et ils leur ont suggéré de créer une barrière invisible avec du gros sel pour empêcher cette énergie de passer et donc de les, entre guillemets, polluer. Comme je vous ai dit, ils n'avaient rien à perdre, donc ils ont encore suivi le conseil. Et ils vont poser des coupelles remplies de gros sel derrière leur volet. Mais là encore, aucun succès. Le bruit était toujours présent. Finalement, en 2016, donc quand même 16 ans après que les bruits aient commencé, et donc 13 ans après avoir entendu la possibilité que ce soit le fantôme de Teresa de Béarn, ils vont demander à un homme de l'église, le père Olivier Nirck, qui était curé à Argelès-sur-Mer, de venir nettoyer la maison. Celui-ci, lorsqu'il est venu aider le jeune couple, bizarrement, a été pris de malaise. Heureusement, il a réussi quand même à bénir à la maison et donc il a mené sa mission à bien. Apparemment, selon les dires de Marie et de Paul, depuis que le curé est venu nettoyer la maison et la bénir, tous les bruits ont totalement disparu. Après 16 ans de bruit métallique quasiment tous les soirs maintenant, ils peuvent enfin dormir en paix. Cependant, il y a quand même une question qui reste dans le flou quelque part. Vu qu'ils n'entendaient que des bruits, ils n'ont vu aucun fantôme, aucune apparition. Est-ce que c'est vraiment Teresa de Béarn
qui hante son ancienne demeure, cette rue de la Rue-Foy, comme le dit la fameuse légende contée par la guide touristique. Ça, quelque part, ça restera une question qui peut-être n'aura jamais de réponse. Voilà les amis, ce qu'il en est pour cette histoire de fantôme. Je ne sais pas vraiment trop quoi penser de cette histoire. Tout simplement parce que on a la légende racontée par la guide touristique du possible fantôme de Teresa de Béarn. Soit. Après, j'ai cherché, bien sûr, comme vous me connaissez, à avoir plus d'informations. Peut-être des personnes qui auraient vu des apparitions, qui auraient eux aussi entendu des bruits en passant dans la nuit, parce que même s'il y a très peu de gens qui sortent dans la nuit, ça existe quand même. Je n'ai rien trouvé à part le témoignage de ce jeune couple donc, qui a emménagé donc, par succession dans les années 2000, qui ont raconté ça une quinzaine d'années plus tard. Donc est-ce qu'il y avait une explication rationnelle ? Est-ce que c'est vraiment Teresa de Béarn qui s'amuse à faire des bruits métalliques ? Pourquoi des bruits métalliques ? Enfin, vous me direz, hein. J'allais dire ça semble bizarre, mais on est bien dans du paranormal, donc... Si c'était pas bizarre, ce serait pas vraiment du paranormal, n'est-ce pas ? Mais bon, je sais pas. Je ne sais vraiment pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... on remerciera pas la famille pour le soutien, quoi. Personnellement, je sais que si je racontais ça à mes parents, je sais que ma mère croit légèrement au paranormal, pas totalement. Mon père y croit pas vraiment. Cependant, au moins, eux, contrairement au père de Marie, ils auraient l'obligeance de m'écouter et d'essayer de trouver une solution avec moi au lieu de penser que je suis complètement timbrée. Ça, c'est ce que je trouve dommage dans l'histoire, c'est que quelque part, quand on vit des expériences comme ça, malheureusement, le raccourci facile qui est souvent fait, c'est que les gens sont juste, on va dire, un peu fous. Ça fait quand même beaucoup de personnes qui entendent la même chose, vous ne croyez pas ? Mais enfin, voilà ce qu'il en était pour cette fameuse histoire, donc au 7 de la rue Foy à Perpignan, qui aurait été possiblement le fantôme de Teresa de Béarn. Est-ce que il est possible de le voir ? Est-ce qu'il se fait encore entendre aujourd'hui ? Je n'en sais pas plus. À moins que vous habitiez dans la rue Foy et que... à Perpignan et que vous sachiez un peu plus d'informations sur ce sujet. Sinon, sur Internet, il a été vraiment très dur de trouver des infos là-dessus. En tout cas, j'espère que cette réédition d'une ancienne vidéo vous aura plu, que vous aurez appris et découvert un nouveau phénomène paranormal. Si c'est le cas, de toute façon, vous savez que vous pouvez me dire bien tout simplement si vous habitez Perpignan, connaissez l'histoire, si vous avez découvert l'histoire, etc. Vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, en plus du commentaire, vous pouvez me laisser un petit like qui fait toujours plaisir. Si vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas encore, sachez que je fais justement des vidéos concernant le surnaturel dans son plus large domaine. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les playlists. Et puis si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller appuyer sur le beau bouton tout rouge qu'il y a aussi bien sur la vidéo que sur ma chaîne directement. Et de vous abonner tout simplement, c'est totalement gratuit, ça vous prend quelques secondes. Et si vous aimez le paranormal, normalement, j'espère du moins que vous serez satisfait d'en apprendre plus sur ma chaîne. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera publiée, c'est aussi très simple, très rapide et là encore une fois totalement gratuit. Normalement, il y a une petite cloche qui a dû apparaître à côté de s'abonner. Il vous suffit juste de cliquer dessus, de sélectionner recevoir toutes les notifications, comme ça dès qu'une vidéo est publiée, vous êtes directement prévenu dans vos notifications, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien et profiter directement de la nouvelle vidéo. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez me payer un petit café en faisant un petit don sur Ko-fi. Ou bien vous pouvez également partager cette vidéo ou bien même la chaîne en parlant aussi bien autour de vous de manière verbale, donc à vos amis, famille, etc. comme de manière un peu plus informatisée, c'est-à-dire en utilisant
vos mails, Messenger, les blogs, les réseaux sociaux, les sites internet, enfin partout où vous pensez que cela est possible, de partager, et si vous connaissez des gens qui seront susceptibles d'aimer ce qui est posté sur cette chaîne. Eh bien, je crois, mes amis, que l'on va pouvoir pour aujourd'hui fermer le livre concernant les fantômes. Et de ce même fait, il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à samedi pour une prochaine vidéo. Bonne fin de semaine, bye!